Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, silence plateau, moteur, clap, action. C'est la 7e édition du projet Moteur qui mènera ses lauréats sur les marches du Palais des Festivals de Cannes. On va en parler avec l'invitée du Grand Oral, Caroline Sénéclose. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, bonne nouvelle aujourd'hui. Il semblerait que le trou de la couche d'ozone se referme. C'est un sujet que l'on croise évidemment à plusieurs reprises dans les programmes scolaires. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Et aujourd'hui en compagnie de Cachou. Oui, c'est un animal, c'est la récré, c'est Emma, c'est normal. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec le cours particulier de Marie-Olivier. Elle poursuit ses portraits de grands pédagogues. Aujourd'hui, on retourne à l'âge d'or de ce qu'on appelle l'éducation nouvelle avec Adolphe Ferrière, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. « 90 secondes pour raconter en images une personne qui vous inspire. Réfléchissez, le jeu est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air, soit parce qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir qui nous inspire, soit qu'on a du mal à choisir, soit qu'on soit en peine de trouver une personne inspirante dans son entourage ou dans la vie en général. Une fois la personne choisie, il faut encore se demander comment on raconte l'histoire, il faut ensuite la filmer, la monter, bref, on aura réalisé bien plus qu'un film de 90 secondes, un véritable itinéraire. Alors si en plus vous avez entre 14 et 22 ans, tout ça vous pouvez le faire en vrai et votre film, vous l'envoyez au concours Moteur et vous participez ainsi à sa 7e édition. Elle est ouverte depuis le 6 février et vous pouvez envoyer vos films jusqu'au 10 avril. Et on est très heureux de retrouver la présidente de Projet Moteur, Caroline Sénéclose. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Je dis retrouver parce qu'on avait déjà parlé de ce projet. Je propose néanmoins un petit aide-mémoire en images sur le principe. Elle naît d'un sourire, d'un mot, d'un geste. C'est la voix d'une mère qui guide tes premiers pas, la main d'un père qui pousse ton vélo dans l'allée, le regard d'un pote qui fait chaud au cœur. Elle te donne des ailes, elle amplifie ta force, elle décuple ta rage. Elle dit « go » quand tout le monde dit « stop ». Elle dit « ça va passer ». Elle dit « ne lâche rien ». Elle emmerde la peur, elle file des baffes aux sceptiques, elle balaye les préjugés. Elle te donne du courage, celui de dire merci et de tendre la main. Elle peut mettre un temps infini pour arriver et puis disparaître. Elle ne se gagne pas d'un coup, elle est fragile. Il faut la protéger, l'encourager, la nourrir. Elle est en chacun de nous. Il suffit juste de la chercher. La confiance. C'est ton moteur, ton énergie, ta flamme. Alors, action. Moteur, ose la confiance. La confiance qui est au cœur de ce très beau projet Moteur. Très beau, parce que sinon vous n'aurez pas re-accueilli, alors qu'on avait déjà fait la 6e édition ensemble. Ça s'est bien passé d'ailleurs, Caroline? Très bien, bon. Magnifique édition, avec Agnès Jaoui comme présidente du jury. Et ouais, Oxmo Puccino cette année? Oxmo Puccino cette année, pour donner du corps au texte. Et puis un homme engagé, passionné. Je suis heureuse et fière de l'avoir comme président du jury. Qui parle aux jeunes aussi. Parle aux jeunes, il parle à tout le monde en fait. À tous. Ouais. C'est beau. On ne t'a pas traité de vieux Oxmo Puccino à l'instant. On disait juste que c'était transgénérationnel. Vous êtes aperçu pour créer ce projet Moteur, donc, qui invite les jeunes à envoyer des films sur des personnes inspirantes, qu'en fait, un des grands problèmes d'orientation, un des problèmes pour se trouver, au fond, c'est que plein de jeunes qui n'y arrivent pas, c'est qu'ils n'ont pas de modèle inspirant. Qui les ont pas, peut-être, ou surtout qui les ont pas identifiés. Oui, c'est ça. Et la réalité, c'est que, et vous l'avez dit en introduction, c'est que c'est pas une question si facile. Et que le mérite de se la poser, c'est que on trouve la solution, on trouve la réponse. Et en réalité, qu'on soit adulte ou enfant, nous dire qui nous inspire, c'est vraiment aller au cœur finalement de son écosystème personnel et de se dire, mais oui, j'ai des gens autour de moi qui sont en capacité de m'inspirer, un prof, un grand-père, et on trouve cette réponse en soi. Donc finalement, c'est quand même se demander qui on est. Au fond. Bien sûr. C'est à travers les valeurs qui m'inspirent, quelles sont celles que j'ai ou que je voudrais développer et parler de soi à la 3e personne que de dire merci à quelqu'un qui nous inspire. Vous avez fait une étude d'impact sur ce projet Moteur, sur ce que ça apporte. Et vous avez, alors je ne sais pas si pour vous c'est une découverte, mais en tout cas elle dit que majoritairement les participants qui ont participé, du moins enfin ceux qui ont fait cette étude, ont dit qu'ils n'avaient jamais réfléchi aux personnes qui les inspiraient avant d'être confronté à la question. Mais oui, c'est magnifique et un grand coup de chapeau et un grand merci à la Fondation Nevoix qui nous a accompagnés dans ce travail. C'est vrai qu'en effet,
personne ne réfléchit vraiment à cette question. Et c'est ça le miracle, c'est que quand on y réfléchit, on se fait du bien. Et que, jeune ou pas jeune, tout le monde témoigne que c'est une question, finalement, qui ne fait pas partie de notre quotidien, alors qu'elle devrait. Alors, qui choisissent-ils majoritairement? Il y a quand même des grandes catégories. On a vu dans la présentation, je n'ai pas dit que c'est Grand Corps Malade qu'on entend dans ce texte de présentation. Il dit ça peut être un ami qui te tend la main, un père qui te... J'ai oublié la phrase exacte, enfin bref, qui te pousse en balançoire, etc. Et qui ils choisissent? Alors, plus ils sont jeunes, plus les modèles identificatoires, comme le dit régulièrement Boris Cyrulnik, qui est membre de notre comité scientifique, ces modèles identificatoires sont des proches, ce sont des parents. Figure maternelle est très présente, figure paternelle, les grands-parents, enfin voilà, plus le jeune est jeune, plus celui qui l'inspire est vraiment vit autour de lui. Et après, on a un système de cercle concentrique, c'est ça? Exactement, et puis plus... Donc on a quoi dedans? Il y a l'école. Bien sûr, le professeur est célébré de façon remarquable dans ses films et j'en suis tellement heureuse parce que dans un des plus beaux métiers du monde qui est souvent chahuté, se dire que le jeune rend hommage à un professeur d'EPS, de mathématiques, à quelqu'un qui à un moment donné a su le regarder autrement qu'un élève et lui apporter toute la nourriture dont il avait besoin, un morceau de vie. Donc cette célébration du professeur pour moi est clé. Et puis ça peut être un éducateur sportif, ça peut être un voisin, ça peut être un ami aussi, ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un d'handicapé qui par sa force donne du courage, donne finalement les raisons d'être du dépassement. Et il y a des causes, quelques-unes? Des causes, bien sûr, parce que notre jeunesse est engagée, donc elle célèbre... l'écologie, par ailleurs? Beaucoup. Super, c'était une transition, Caroline, vous allez voir. Merci. Parce qu'on va se retrouver dans 2 minutes. Merci. L'écologie, on va parler avec Emma et dans l'anti-sèche dans quelques instants de la couche d'ozone, mais on va évidemment continuer à parler du projet moteur, l'anti-sèche. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-sèche dans laquelle vous revenez donc aujourd'hui sur une bonne nouvelle. Le trou de la couche d'ozone, le fameux, se résorberait peu à peu. Vous allez tout nous expliquer ici. Mais oui, mais d'abord, commençons quand même par la définition. C'est quoi la couche d'ozone? Eh bien, regardez, je vous ai trouvé un schéma explicatif. Donc, vous voyez, on a la Terre, ensuite on a la troposphère, puis la stratosphère. Et c'est dans la stratosphère qu'est située la couche d'ozone. On a environ entre 20 à 50 km d'altitude de la Terre. Et cette couche d'ozone, c'est une zone protectrice qui absorbe et empêche les rayons ultraviolets du soleil de passer. Vous savez, les UV. Les UV, on parle notamment l'été. Donc c'est quand même super important, car non seulement ça nous protège de nombreuses maladies de peau, mais aussi de maladies liées aux yeux, mais en plus, cette couche d'ozone, elle est indispensable à l'équilibre de notre atmosphère. Et le problème qu'on a découvert il y a de nombreuses années maintenant, c'est qu'au fil du temps, un trou se formait dans cette couche d'ozone. Le fameux trou de la couche d'ozone, dont on entend parler depuis les années 70, année où il apparaît au niveau de l'Antarctique. Alors pour ceux qui confondent Antarctique et Arctique, c'est en bas. Voilà, c'est en bas, c'est au pôle sud. Je suis allée vérifier, c'est pour ça. Alors, parce que moi, j'étais pas... Voilà. Alors, pourquoi le trou s'est-il formé? En fait, on fait le lien entre l'apparition d'un trou au niveau de la couche d'ozone et l'apparition des CFC. Ce sont des produits chimiques qui contiennent du chlore, qui sont apparus dans les années 20 et qui s'échappaient notamment des frigos. Donc, ces composés chimiques, lorsqu'on les utilise, ils remontent. Mais le problème, c'est qu'ils s'accumulent dans l'atmosphère et ils stagnent. Ils ont une durée de vie qui est très longue. Donc là, les rayons ultraviolets, ils font leur travail, ils les attaquent, ça libère des atomes de chlore qui détruisent les molécules d'ozone. Et donc finalement, c'est uniquement ça qui était à l'origine du trou? Alors non, il y a un deuxième facteur, j'ai révisé, c'est la température. Pour qu'un trou se produise, il faut que ces atomes de chlore, hyper nocifs pour la couche d'ozone, rencontrent des températures très basses. Ça tombe bien. On les retrouve en Antarctique pendant l'hiver polaire qui a lieu d'avril à septembre. Quand chez nous c'est l'été, il n'y a pas de soleil, il fait nuit tout le temps. Il fait alors moins 80 degrés dans la stratosphère. Et seulement à ce moment-là, un trou se forme. Donc quand on parle de trou de la couche d'ozone, c'est pas un trou qui existe. Ça s'ouvre et ça se ferme. Absolument, c'est cyclique. Et alors ça, vous avez vu comme je fais bien le trou de la couche d'ozone? Hyper bien. Je vais le refaire. Bien. Et alors, ceci est le trou de la couche d'ozone. Bravo Emmanuel. Et donc, c'est pas pendant l'hiver polaire que ce trou se forme, c'est après. Donc l'hiver a lieu,
le petit processus chimique a lieu et c'est seulement ensuite que sont créées les molécules nocives pour la couche d'ozone. Voilà. Ouais, d'accord. Et donc là, il se bouge peu à peu. Comment on explique tout ça, le fait qu'en ce moment, il soit en train de se refermer? Parce que réparer le trou de la couche d'ozone est devenu une préoccupation mondiale. En 1987, le protocole de Montréal aboutit à l'interdiction de ces gaz nocifs. Ce protocole est ratifié par près de 200 pays. Et comme ils ne sont produits, peu à peu, ils sont plus produits, les gaz qui stagnaient dans l'atmosphère ont commencé à disparaître. Et c'est grâce à cela que le trou se rebouche aujourd'hui. Et vous avez si bien révisé que vous êtes capable de nous dire quand est-ce qu'il sera complètement rebouché? Alors moi, pas du tout, mais les scientifiques, oui. Les scientifiques et les chercheurs disent que ça ne devrait pas arriver avant 2066. Ah oui, c'est pas tout de Donc, suite quand même. voilà, un peu moins de 45 ans. Okay. Mais ça va mieux quand même. C'est une bonne nouvelle. Génial. Merci beaucoup, Emma. On se retrouve pour la récré tout à l'heure? Absolument, on va parler d'un âne. Non. Si. Cachou. Oui. Truc dingue. Grand oral. On assume, on a quelques chouchous dans la quotidienne et le concours moteur en fait partie. On retrouve sa présidente et fondatrice Caroline Sénéclose qu'on avait déjà accueillie l'année dernière pour la 6e édition. Là, c'est la 7e. Vous le disiez, parmi les stars de moteur, il y a les profs. Les professeurs sont célébrés, nous avez-vous dit. Illustration en images. Au-delà des profs, la communauté éducative. Salut, moi, c'est Léa. Et je vais vous parler des 3 personnes qui m'inspirent beaucoup. Ces 3 personnes font partie de l'équipe de direction de mon lycée. Et ils sont vraiment incroyables. T'es vraiment une faillotte, toi. Mais chut. Bref, passons aux présentations. Voici Madame Guichard. C'est l'intendante du lycée. Et c'est vraiment une femme irremplaçable ici. Puisque sans elle, on n'aurait vraiment pas l'opportunité de faire autant de choses. Mais surtout, c'est grâce à son immense talent pour gérer le budget. Et franchement, c'est pas quelque chose de facile. Passons à quelqu'un d'autre qui m'inspire de ouf. C'est Monsieur Vincent, le proviseur adjoint. Niveau endurance, c'est un exemple. Ça fait maintenant 7 ans qu'il est dans ce lycée. Un vrai athlète, non? Et puis, faut voir comment il gère toute l'organisation ici. Je pense que sans lui, plus d'un serait perdu. Et puis, le meilleur pour la fin, Monsieur Bernard. The Big Boss. C'est lui qui a changé la vie du lycée. Il accepte tous les projets les plus fous. Et croyez-moi, il y en a une paire. Il suffit de demander et tout se débloque. Franchement, j'ai jamais vu ça. Moi, l'équipe de direction, elle m'inspire. C'est remarquable. Wow, remarquable. Très drôle quand même. Une petite comédie. Exceptionnel. Une petite comédie. En 1 minute 30. Mais ouais, c'est formidable. Et elle est à convaincre les trois ont joué le jeu, c'est quand même extraordinaire. Elle avait gagné d'ailleurs. Oui, bien sûr, elle est lauréate. Elle est Et lauréate. on était hier avec le proviseur, on a lancé Moteur à Lille, sur les Hauts-de-France, Ouais. avec la rectrice, Valérie Cabuil. Ce proviseur qu'on voit à l'image était là, et il est exceptionnel. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on peut refuser à ces jeunes quand ils sont en mode de création? Ouais, bien sûr. Et finalement, c'est ça, c'est qu'ils osent la confiance, ils vont voir leur équipe et ils disent, c'est vous, en réalité, qui m'inspirez, donc on y va. Oser la Et confiance, c'est un peu à la fois votre mantra à vous, j'imagine, Caroline, mais c'est aussi celui du projet moteur. Dans un concours, il y a des gagnants, comme Léa, qui gagnent notamment d'aller au Festival de Cannes, de monter les marches, mais l'écrasante majorité ne gagne pas. Pourtant, ils gagnent des choses. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Avec quoi on repart? Mais merci Emmanuel de le dire, parce que c'est tellement important. En réalité, c'est Boris Cyrulnik qui le dit si bien. Il dit il y a des lauréats formidables, mais en réalité, ils sont tous gagnants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on identifie quelqu'un qui nous inspire, à partir du moment où on se rapproche de lui, on recrée ce lien intergénérationnel, on célèbre cette estime, cette admiration qu'on a pour lui, on célèbre l'altérité, on a déjà gagné de se définir au futur, d'être moteur, d'entrer en action et de pouvoir dans sa vie finalement créer quelque chose qui ressemble à ce merci, ce je t'aime, cette action de grâce qui est de célébrer ceux qui autour de nous inspirent. Alors action de grâce qui n'est pas forcément due à une lumière divine, parce qu'il y a aussi tout un travail, qui est un travail très conscient de mise en œuvre de compétences. Je veux dire, quand on construit un film de 90 secondes, ils apprennent aussi des choses où ils remettent là-dedans des choses qu'ils ont apprises à l'école. Oui, ils vont au bout d'un projet. Il y a la notion de projet, mais il y a aussi être capable de raconter, aller à l'essentiel, structurer, il y a tout ça quand même. Bien sûr, c'est de se dire finalement,
La finalité, c'est de dire merci ou je t'aime à quelqu'un qui m'inspire, mais comment j'arrive à créer ce chemin de la manière la plus humoristique possible là, de la manière la plus émouvante possible pour d'autres. Enfin, il y a tellement de chemins pour décrire ça, mais c'est vrai que c'est un projet avec un outil qui leur est familier, qui est un vrai outil aujourd'hui d'égalité des chances, le smartphone. Et puis, c'est utiliser cet outil d'une autre manière dont ils sont finalement... Ils sont tellement capables avec cet outil de faire des choses magnifiques et pas seulement d'aller sur les réseaux sociaux, de se clasher. Mais justement, parce que c'est la génération Instagram, vous, c'est pas exactement la même démarche quand même. C'est pas le même registre, c'est-à-dire que c'est pas finalement se mettre en lumière de façon artificielle ou de parler de soi pour finalement donner à voir quelque chose de superficiel ou d'artificiel. C'est aller à l'intérieur de soi, révéler quelque chose d'incroyablement intime. Donc c'est pas une mise en scène de soi. C'est pas une mise en scène, c'est peut-être une mise en scène de l'autre, mais en tout cas c'est trouver sa vérité intérieure. Et donc oui, c'est tout l'inverse d'Instagram finalement. Alors que ces films sont tout à fait instagrammables, mais c'est parler en vérité, pure vérité. Caroline Sénéclose, invitée du Grand Oral. On poursuit après la récré. Vous savez, on aime bien prendre des petites récrés, puisque vous êtes une habituée de ce plateau. Emma Guessel. Et alors, chose complètement folle, c'est littéralement un scoop auquel vous allez assister sur School TV aujourd'hui dans la quotidienne. C'est dingue. Emma, à la récré, vous allez nous parler d'animaux. Mais oui, alors je sais, mais je pouvais pas passer à côté. J'ai l'impression de dire cette phrase d'ailleurs à chaque heure de la récré. Absolument. Mais vous allez comprendre pourquoi. Alors notre héros du jour, il s'appelle Cachou. C'est un âne. Alors j'avais fait les chiens, j'avais fait les oiseaux, j'avais fait les ours. Je ne pouvais pas ne pas faire les ânes. C'est quoi comme âne Donc d'ailleurs? Cachou, c'est un baudet du Poitou. Absolument, j'ai appris que ça existait. Baudet du Poitou, il a 10 ans et il vit au parc animalier de La Rochelle. Et l'année dernière, il y a eu quelques petits soucis de santé pour lui parce que figurez-vous, et là quand même l'info elle est marrante, il grignotait trop. Il mange des cachous. Pas mal. Ah ouais, je l'avais pas trouvé celle-là. Inspiré par Bonne l'inspiration de Léa. Et ça, donc en fait, il grignotait trop à cause des passants qui avaient le droit de lui donner à manger. Donc une petite gourmandise, ça se refuse pas, sauf que 600 gourmandises ou plus par jour, à la longue, c'est pas dingue et ça lui causait des soucis de santé et c'était devenu grave. Il a atteint 350 kilos. Alors comme ça, on se dit pour un âne, est-ce que c'est bon là? C'est quand même, en moyenne, c'est plutôt 100 kilos de moins. Donc, ah oui, d'accord. Quand même. Ouais, gourmandise plus gourmandise, c'était... Voilà, ça n'allait pas. Comment on a sauvé Cachou? On a interdit aux visiteurs de le nourrir? Alors c'est même plus que ça, on l'a mis à l'écart. Donc là, il est mis à l'écart, privé. Oui, le pauvre. Oui, mais il faut bien le guérir. Donc jusqu'en avril, c'est bientôt. D'accord. Bientôt, il est libéré. Puis on a mis une pancarte aussi pour préciser qu'il était interdit de nourrir les animaux. Voilà, pauvre Cachou, il pouvait pas dire non à une gourmandise. On peut comprendre on le quand comprend. même. Bah oui. Oh là 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 là. Voilà pour l'histoire de Sujet Cachou. dingue, c'était le scoop du jour dans la récré. Merci Emma Guessel. On retrouve Caroline Sénéclose, Projet Moteur. Il a succédé à Agnès Jaoui, je ne peux pas les citer tous, mais il y a eu qui Julie Bertuccelli, Mathieu Kassovitz, Grand Corps Malade, Abdel Malik. C'est aujourd'hui, du moins cette année, Oxmo Puccino qui préside le jury de la 7e saison du concours Moteur, dont on parle avec la présidente et fondatrice Caroline Sénéclose. Il y a une dimension ciné dans ce concours, cinéma, etc. Et certains réalisent d'ailleurs des petites miniatures absolument remarquables. Je vous propose qu'on regarde ce qu'avait fait Elsa l'année dernière. Madame Woodby, elle n'était pas comme n'importe quel professeur. Quand elle racontait ses histoires, la classe entière se perdait dans ses yeux bleus très clairs. Notre cœur battait vite quand l'histoire s'emportait, lentement quand elle s'apaisait, plus du tout quand elle terminait. On était transportés par ces mots comme un bateau sur la mer, surpris par les vagues de suspense qui éclaboussaient à notre figure, déterminés à plonger au plus profond de cette histoire. Et ça, c'est grâce à la maîtrise que Madame Woodby avait de la langue. Elle réussissait à nous faire voyager dans son monde, alors qu'en réalité, nous étions tous collés à notre chaise, toujours au collège, dans une salle devant une prof, mais cette prof, elle n'était pas comme les autres. Madame Woodby, c'était aussi la seule à prendre chaque élève, un à un, dans le coin de la classe, à son bureau, et à leur poser cette question pourtant si simple. « Ça va ?» Ça peut sembler stupide, mais elle ouvrait une porte par laquelle tout le monde pouvait entrer, et une fois refermée, on se confiait à cette personne qui en réalité n'était qu'une inconnue. Mais ça, on ne le ressentait pas. La chaleur de ses yeux, pourtant si bleus, nous aidait à nous relâcher et à tout oublier. Et c'est pour ça que j'admire Madame Woodby, pour ses qualités humaines et sa capacité à formuler les choses de manière si maîtrisée. Elle était aussi passionnée par ce qu'elle enseignait, et ça se voyait.
C'était même contagieux. Grâce à elle, aucune journée ne se termine avant que j'ouvre un livre. J'ai même envie d'y grimper dans ce livre, de m'y mettre en boule et d'y rester, parce que je m'y sens si bien. Aussi bien que les fois où Madame Woodby me demandait « Ça va ?» Ça va? Mais oui, quand je vois ça, je me dis, mais la créativité. Il y avait les yeux d'Emma étaient. Franchement, c'est émouvant. Ouais. Poétique, c'est émouvant. Hommage aux enseignants. Hein, pour les enseignants qui nous regardent sur School TV, vous voyez quand même, ils envoient de l'amour, hein, les élèves. Ils envoient et de la reconnaissance. Et quand on voit ça, on se dit, mais c'est tellement urgent de passer leur parole, de la célébrer, leur parole. Ils ont célébré à leur tour la personne qui les inspire, mais les célébrer eux, qui est quand même le moteur du moteur, c'est-à-dire célébrer cette jeunesse en toute sa pluralité, en toute cette diversité, cette créativité. En parlant de pluralité, de diversité, c'est pas facile pour tous de se raconter et de le faire en images. Est-ce que vous les aidez un petit peu ou est-ce que vraiment c'est chacun dans son coin, ou est-ce que vous incitez les établissements scolaires à leur filer un coup de main? Comment ça marche? Parce que là, par exemple, c'était un film très construit. Ouais. Alors, c'est vraiment à géométrie variable, c'est-à-dire qu'il y a des établissements scolaires qui, effectivement, proposent des soutiens. Nous-mêmes, on a en ligne des tutos, on a toute une squadra d'anciens ambassadeurs, ambassadrices, enfin d'anciens lauréats qui sont devenus ambassadeurs, ambassadrices du projet moteur et qui sont là pour répondre à toutes les questions que les jeunes pourraient avoir. Mais c'est important de savoir qu'on est à la fois en classe, à l'école, au collège, au lycée, sur l'ensemble des territoires académiques, vraiment avec ce partenariat fort avec l'éducation nationale, mais on est aussi, puisqu'on va jusqu'à 22 ans, on arrive dans la chambre d'un jeune qui se dit comment je vais faire pour rendre hommage, et certains le font d'une façon hyper simple, un plan fixe, ils disent merci pendant 1 minute 30 à la personne qui les inspire, pas de montage, pas de musique, juste de la parole. À partir du moment et ça marche aussi très bien. Cœur, ça marche. Dans l'étude que vous citiez, que la Fondation Nevoix a faite sur l'impact de ce dispositif, et notamment, vous le rappeliez également, il n'y a que des gagnants, des lauréats et des gagnants, vous empruntiez ça à Maurice Cyrulnik, il y a l'idée de s'apercevoir qu'on a réussi à faire passer un message qui est aussi très important pour tous ces jeunes. Oui, passer un message de réconciliation, en réalité, de lien intergénérationnel. Le fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie égalité des chances, c'est qu'on a tous quelqu'un qui nous inspire et que cette confiance qu'on peut tirer de l'autre, on l'a vu au moment du Covid, on l'a vu au moment où on était tous séparés, on a besoin de ce lien, il est vital et il est vital de le célébrer aussi. Et moi, j'ai un rêve qui est de me dire que si tous les jeunes du monde entier pouvaient célébrer ce lien, on se rendrait compte à quel point on se ressemble tous et qu'on forme une planète et que tous les jeunes se ressemblent parce que leurs modèles inspirants, finalement, sont les mêmes, sont des profs pour ceux qui ont la chance d'aller à l'école, mais c'est évidemment la famille qui nous a mis au monde. Observer la satisfaction des personnes dont ils parlent dans les films, c'est aussi quelque chose qui les nourrit énormément. Oui, merci de le dire. C'est vrai que c'est des cercles. C'est comme quand on jette un caillou dans l'eau, on a tous ces cercles. Il y a les ondes. Finalement, aujourd'hui, ces ondes, dire merci à quelqu'un, c'est rendre fier sa famille, c'est rendre fier souvent son quartier, ses amis, son école, sa classe. Donc c'est ça, finalement, l'impact. Et on parle toujours d'impact aujourd'hui dans les actions sociétales qu'on peut mener. Et moteur, en touchant un jeune qui touche une personne qui l'inspire, en réalité impacte tout un écosystème autour de lui de façon très très favorable. Voilà, c'est un petit peu le projet qui réinvente la lettre à Louis Germain d'Albert Camus. Vous en aviez parlé il n'y a pas longtemps, hein, qui avait, pour le moment de son prix Nobel, avait écrit une lettre très très émouvante. Là, c'est sous forme de vidéo. Il y avait eu combien de participants l'année dernière ? Plus de 400. Et l'objectif cette année ? L'objectif de doubler chaque année. D'accord. Et puis vous savez que si vous doublez chaque année, il y a une année où vous allez carrément passer de 1 à 2 millions, de 2 à 4 et à la fin, ça fait tout le monde. Hein. Mais magnifique, puisqu'on sait que tous ceux qui le font, de toute façon, sont gagnants. Ils vont en retirer quelque chose. Vous restez avec nous. On va prendre un petit cours particulier ensemble de pédagogie. On va parler éducation nouvelle aujourd'hui avec Marie-Olivier. Emma, merci beaucoup. Merci. Cours particulier. Et on retrouve Marie-Olivier pour son cours particulier qui, depuis plusieurs semaines, nous permet de découvrir des grandes figures de la pédagogie. On alterne ça et des voyages. Aujourd'hui, c'est la séquence Histoire, grande figure de la pédagogie au début du XXe siècle. Adolphe Ferrière. Bonjour Marie. Bonjour Emmanuel. Alors Adolphe Ferrière, c'est pas le plus connu. C'est pas le plus connu, non. On pense souvent dans la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle à Montessori, Freinet et l'allemand dont je vous ai parlé la semaine dernière. Vous vous souvenez ? Paul Geheb. Très bien. Son école d'humanité, c'est ça ? Oui, tout à fait, vous avez bien suivi. Un Allemand qui avait fini par monter une école en
Suisse, eh bien aujourd'hui, je vous parle d'un Suisse, justement, Adolphe Ferrière, qui est d'ailleurs... La Suisse, c'est d'ailleurs une terre d'éducation, et en particulier pour l'éducation nouvelle. Alors, que fait-il, Ferrière ? Alors, c'est tout simplement l'un des pères de la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle, qui est né en 1921. C'est lui qui en est à l'initiative et qui réunira de grandes figures à travers l'Europe et le monde lors de congrès annuels. D'où lui vient cette idée de créer une ligue ? Alors c'est parti pour un petit peu d'histoire. On revient en arrière. Le petit Ferrière, comme nombre de ses compères de l'éducation nouvelle, est l'aîné d'une famille nombreuse. Ils sont 4 enfants et il vit aussi beaucoup avec ses cousins dans une famille de la haute bourgeoisie de Genève. Dès l'enfance, Adolphe Ferrière a un caractère de meneur, de chef, et il est à l'initiative de nombreux projets. Par exemple, il crée un club alpin dans son collège. Il fait jouer ses propres pièces par la Société de littérature et ça ne l'empêche pas en même temps de remettre en cause très tôt le système éducatif dans lequel il trouve que ses camarades sont bloqués. Donc très vite, il s'intéresse à ces sujets d'éducation, enfin à l'éducation en tant qu'objet d'étude. Oui, tout à fait. Et à la toute fin du 19e siècle, il a l'occasion de découvrir 2 écoles du mouvement de l'éducation nouvelle dans lesquelles ses cousins en fait sont inscrits, donc la New School de Beidels en Grande-Bretagne et la Länderziehungsheim d'Ilsenburg en Allemagne. Le mouvement de l'école nouvelle s'appuie sur la coopération et la participation active des élèves, ce qui plaît vraiment beaucoup à Adolphe Ferrière. Vous nous direz un jour comment vous êtes devenu polyglotte à ce point-là. Ferrière, il veut devenir prof, donc assez logiquement, à l'époque, et donc il va s'inspirer de ce principe de l'école nouvelle. Tout à fait. La même année, il visite une école en France en compagnie de son père, l'école de Verneuil-sur-Arve. Et cette école, en fait, c'est une école qui est tenue par Edmond Desmoulins, donc un sociologue, qui a notamment écrit l'éducation nouvelle, que Ferrière a beaucoup apprécié. Il veut devenir prof à son tour. Oui, énormément. Il est vraiment passionné par ce métier. C'est vraiment une vocation pour lui. Sauf qu'il souffre d'un problème auditif. Il perd ses capacités en fait au fur et à mesure et donc il doit se résigner. Desmoulins, le sociologue, lui conseille de faire autrement. Il lui propose de monter un bureau international des écoles nouvelles pour répertorier en fait toutes les expériences qui existent dans le mouvement et mettre en lien aussi les différents acteurs, les mettre en réseau. D'accord, et c'est là où on va au bout de l'histoire et où on boucle la boucle. C'est de là que vient cette Ligue de l'éducation nouvelle qui est créée en 1921. Oui, tout à fait, mais pas si vite. Avant ça, nous ne sommes qu'au début du XXe siècle. Ferrière commence à répertorier ses expériences, mais il ne veut pas vraiment se résigner. Lui, en fait, il est vraiment borné à continuer sa vocation d'éducateur malgré son handicap. Donc il va notamment enseigner dans des écoles de campagne allemandes dont je vous parlais la semaine dernière aussi avec Geheb auprès d'Hermann Litz qui était également le mentor de Geheb. Cela le conforte vraiment Ferrière dans son souhait profond d'enseigner. Et de retour en Suisse, il fait partie des cofondateur de l'école nouvelle du château de Glarissac. C'est la première école du mouvement de l'école nouvelle dans le pays. Et vous m'avez dit ça, c'est passionnant. Il fait plein d'études. Il continue ses études tout le temps, c'est ça ? Oui, Ferrière, il est vraiment touche à tout. Il étudie la sociologie. D'ailleurs, il sera docteur en sociologie. Il étudie la philo, la biologie, l'histoire de religion, tout en s'investissant aussi dans d'autres écoles en Suisse, notamment l'Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève. Et il expose son programme d'éducation dans son livre Projet d'école nouvelle en 1909, où il montre en 30 points sa vision de l'éducation nouvelle. D'accord, et pourtant, il a 30 ans. Il a 30 ans et il dit, voilà, on éduque comme ça. La valeur n'attend point le nombre des années. Voilà, il veut vraiment révolutionner l'éducation. Ouais. Il continue à enseigner dans une classe active en 1920-1921, mais son handicap le rattrape. Il est quasiment devenu sourd, en fait. Il doit vraiment abandonner l'enseignement. Là, il n'a pas le choix. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit des livres dont le succès sera transnational. Transformons l'école, l'autonomie des écoliers, l'école active ou encore la liberté de l'enfant à l'école active. Et c'est à ce moment-là que Ferrière cofonde la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. Il est directeur de son organe francophone et il anime aussi des congrès, ce qui lui vaut d'avoir une influence importante, notamment en Amérique du Sud. Quelle a été sa postérité ? C'est pas le plus connu, vous l'avez dit en intro, des pédagogues de cette époque. C'est pas le plus connu parce qu'en fait, il s'est retrouvé de plus en plus isolé intellectuellement. Son ami Édouard Claparède parle de son œuvre comme d'un fourre-tout. Ce qui est très aimable. Voilà, même si des pédagogues comme Freinet sont vraiment fidèles à Ferrière. Donc, il n'en reste pas moins une figure importante. Il a vraiment voulu, dès le plus jeune âge, tirer des enseignements des sciences et en tirer des lignes d'horizon pour l'éducation de l'avenir. Et de nombreuses écoles portent quand même son nom à travers le monde. Merci beaucoup Marie pour ce voyage et on peut une fois de plus citer ce film si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-le, Révolution École de Joanna Gruzinska qui est un très beau documentaire sur cette épopée de l'éducation nouvelle avec plein d'images d'archives. C'est un poil plus long que 90 secondes comme pour le projet moteur mais c'est très bien aussi. Et peut-être, qui sait, que certains du projet moteur deviendront documentaristes, il y en a qui se passionnent pour le cinéma. En tout cas Caroline, merci de nous avoir rendu visite une fois de plus sur le plateau de La Quotidienne. Merci à vous. Je redonne la date de fin qui doit être en avril mais je ne sais plus le combien, le 10 avril, voilà. 10 avril, 7e édition. Absolument. Pour envoyer ces... à vos films, à vos caméras. Voilà, et vous faites sur votre moteur de recherche préféré, projet moteur,
Et normalement, .org, voilà, et vous trouvez tout de suite. Marie, merci. On se retrouve très vite, peut-être pour un voyage ou un nouveau portrait de pédagogue. Merci aussi à vous toutes et à vous tous, et à toute l'équipe. Au maquillage, Emma Razafin-Dralambeau. À Marine Plantek pour la préparation de l'émission, assistée aujourd'hui en régie par Dylan Colère. Pour le son, Thibaut Goury-Lafont, Kylian Soula pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.